Imaginez un peu la situation. Écrire l'un des textes les plus marquants de la pensée occidentale, tout en attendant sa propre exécution. C'est précisément cette histoire incroyable qu'on va explorer ensemble. C'est une question qu'on se pose tous à un moment ou à un autre, non? Et elle devient particulièrement cruciale quand tout semble s'effondrer autour de soi. On est en 524. Un homme qui était au sommet du monde attend la mort dans une cellule. Et c'est là, dans cette situation désespérée, qu'il va écrire un livre qui va traverser les siècles, La consolation de la philosophie. Allez, on plonge dans le vif du sujet, parce que pour vraiment saisir la portée de son œuvre, il faut d'abord se représenter la situation terrible dans laquelle il se trouvait. Le tableau est sombre, tout ce qui définissait Boès s'est évaporé. Il est dépouillé de tout, ses titres, son argent, il est loin de sa famille. Il ne lui reste que lui-même, et le temps, un temps qui est désormais compté. Mais alors, qui était cet homme avant cette chute vertigineuse? Pour mesurer l'ampleur de sa perte, il faut d'abord voir les sommets qu'il avait atteints. Boès, c'était vraiment l'homme qui avait tout pour lui. C'était pas juste un intellectuel dans sa tour d'ivoire, non. Il était au cœur du pouvoir, une figure politique majeure, respectée, influente, bref, l'incarnation de l'aristocrate romain dans toute sa splendeur. Retenez bien cette date, 522. C'est l'apogée, le sommet absolu. Le comble de l'honneur, c'est que ses deux fils sont nommés consuls la même année. Un triomphe immense qu'il célèbre d'ailleurs avec un discours en l'honneur du roi Théodoric. À ce moment-là, il est au sommet du monde. Et pourtant, en à peine 2 ans, tout va s'effondrer. Son ascension avait été fulgurante, et bien sa chute sera tout aussi spectaculaire. Pour comprendre cette chute, il faut voir qu'il y avait une vraie fracture au cœur du royaume. D'un côté Boès, de l'autre son roi, Théodoric. Il représentait vraiment 2 mondes, l'héritier de la Rome classique et le chef de guerre ostrogoth. La culture, la religion, la vision politique, tout était différent. C'était un équilibre précaire qui, on s'en doute, ne pouvait pas tenir éternellement. Et la tragédie va se nouer à une vitesse folle. En 523, le sénateur Albinus est accusé de trahison. Boès, fidèle à ses convictions, prend sa défense. Il prononce une phrase terrible. Si Albinus est coupable, alors lui, Boès et tout le Sénat le sont aussi. C'était un acte de courage qui va lui coûter la vie. Moins d'1 an plus tard, il était mort. Alors de quoi on l'accuse officiellement? D'avoir mis des bâtons dans les roues de la justice et d'avoir comploté. Mais pour être sûr que l'opinion publique se retourne contre lui, une rumeur est lancée. Ce grand philosophe serait en fait un sorcier. Un mélange d'accusations politiques et de pure calomnie. C'est donc là, dans ce contexte, seul, trahi, condamné, que Boès va se tourner vers la seule chose qui lui reste, la philosophie. Rien que le titre du livre, de la consolation de la philosophie, annonce la couleur. Il ne cherche pas à s'échapper ou même à prouver son innocence. Non, ce qu'il cherche, c'est un réconfort. Une paix intérieure face à l'effondrement total de sa vie. Le livre est en fait un dialogue. Boès est là, en train de se lamenter, et tout à coup une figure allégorique apparaît. Dame Philosophie. Et elle n'est pas là pour le plaindre, pas du tout. Elle est là pour le soigner de sa tristesse, qu'elle voit comme une véritable maladie de l'âme. Le chemin qu'elle propose se fait en 5 étapes, 5 livres. C'est une sorte de thérapie philosophique. D'abord, le diagnostic. Il a oublié qui il est. Ensuite, il faut redéfinir ce qui a de la valeur, chercher le vrai bonheur, pour finir par aborder les questions les plus difficiles, le mal, la liberté. Voilà le point central. Pour Dame Philosophie, la souffrance de Boès ne vient pas vraiment de la perte de son pouvoir ou de sa fortune. Non, elle vient du fait qu'il s'est identifié à ces choses. Il a oublié que sa vraie nature, c'est d'être un être doué de raison, et que sa valeur ne dépend pas des caprices du sort. Et la destination finale de ce voyage intérieur, c'est ce qu'il appelle le souverain bien. La seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, la seule chose qui ne déçoit jamais. Et pour Boès, ce bonheur parfait, il ne peut se trouver que dans l'union avec le principe de toute chose qu'il nomme Dieu. Ah, mais cette mention de Dieu, ça nous amène à l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de la philosophie. Ce dernier livre de Boès, est-ce une œuvre chrétienne ou une œuvre païenne? Le débat est passionnant. D'un côté, on lit le livre et c'est de la pure philo antique. Platon, les stoïciens, mais jamais le Christ, jamais la Bible. La consolation vient de la raison, pas de la foi. Mais d'un autre côté, Boès était un chrétien convaincu, on le sait. Il a écrit des traités de théologie. Et puis il a été tué par un roi arien, ce qui en fait un martyr pour les catholiques. Et d'ailleurs, tout le Moyen-Âge l'a considéré comme un grand penseur chrétien. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la question a été tranchée, du moins officiellement. À la fin du 19e siècle, l'Église a carrément canonisé Boès. Le philosophe dans le couloir de la mort est devenu Saint Sévérine Boès. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'énigme reste entière. Boès, en utilisant la raison pure, la raison des philosophes grecs pour trouver une consolation qui s'accorde si bien avec une vision chrétienne du monde, eh bien il se trouve pile à la charnière entre 2 mondes.
Était-il le tout dernier des Romains ou le premier des penseurs du Moyen Âge? Finalement, c'est peut-être en étant les deux à la fois qu'il a laissé un héritage aussi profond.